Bonjour à tous et bienvenue dans Décrypter l'Afrique, le panel, votre rendez-vous hebdomadaire de débat sur l'actualité africaine, une émission coproduite avec le média et Vox Africa, qui la diffuse tous les dimanches à 16h GMT, c'est-à-dire 18h heure de Paris. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fabrice Huimot, journaliste pour le média, et Geneviève Goldsinger, ancienne journaliste, présidente d'Image, entreprise de conseil en stratégie politique et communication. Sidi Kaba, journaliste écrivain, chercheur associé et président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, et Wilfried Ekanga, essayiste et militant du MRC, parti d'opposition camerounais, qui s'exprime ici en son nom personnel. Au sommaire. Quelques mots sur le dernier sommet de la francophonie qui s'est achevé samedi dernier et a vu la participation de la Guinée, du Gabon et pas des pays de l'AES, donnant une fois de plus de la consistance à la théorie des bons et des mauvais putschistes. Alors le feuilleton de la tentative de coup d'État supposé au Burkina Faso dans le contexte dans lequel les défenseurs des droits de l'homme multiplient les alertes. On évoquera également le coup de chaud au Sénégal avec une crispation de l'atmosphère politique à un peu plus d'un mois des législatives et le Québec qui entend enfin les inquiétudes de l'OMS et arrête de recruter massivement des infirmiers venus d'Afrique. Bonjour Geneviève, Fabrice, Cédric, Wilfried. Bonjour. 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 Ce vendredi 4 octobre, Emmanuel Macron a ouvert le 19e sommet international de la francophonie en compagnie de ses homologues chefs d'État. La francophonie est cette cité solidaire de 330 millions d'âmes que nous pouvons être fiers d'habiter. Une cité qui possède la langue française pour fondation et le monde pour horizon, et qui, avec Aimé Césaire, désire un universel qui soit riche de tous les particuliers. La veille, le chef de l'État français, fidèle à son narratif sur la Startup Nation, avait inauguré le salon Francotech à Station F, l'incubateur géant de jeunes pousses de Paris. Parmi les faits que l'on retiendra de ce sommet, il y a la présence remarquée de la Guinée de Mamadi Doumbouya, lui n'était pas personnellement présent, et du Gabon de Brice Oligui Nguema qui, lui, a fait le déplacement. On retiendra également la non-invitation des pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso et Niger. Geneviève, faut-il se dire que décidément en 2024, vu de Paris, il y a des bons et des mauvais putschistes dans l'ancien précaré. On notera d'ailleurs aussi la présence du Tchadien Mahamat Idriss Déby Itno qui a régularisé, on va dire, son statut avec la brutalité dont on se souvient. Est-ce qu'il y a de bons ou de mauvais putschistes? Il y a des relations différentes avec certains États aux mains des militaires et d'autres. Ça, c'est clair, personne ne pourrait le nier. D'abord, moi, je dirais, pour moi, c'est quand même assez déchirant que le Niger ne soit pas là, eu égard à l'impulsion qu'avait donnée Amadou Diori à la naissance de la francophonie. Donc, c'est quand même très triste que ce pays en soit absent. Mais ça, c'est juste le côté sentimental pour ma part. Après, normalement, vu de Paris, comme d'ailleurs, c'est pas des régimes politiques qu'on invite, on a des relations avec des États. Le fait est que ce n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui en Afrique. On est complètement d'accord là-dessus. Le deux poids, deux mesures existe, c'est une évidence. Dans la relation, dans la perception aussi des putschs, ce qui explique que certains soient invités d'autre part. Cela dit, concernant la Guinée, je sais qu'il y a aujourd'hui quand même une inquiétude en France devant la manière dont évolue ce régime, notamment après les différentes disparitions de l'été dernier. Ça, c'est une réalité. Donc peut-être que la relative mansuétude envers Doumbouya va progressivement évoluer vers autre chose. Concernant les États de l'AES, alors même si je regrette sur un plan sentimental l'absence du Niger, le côté très exécrable des relations entre la France et ces pays fait que je pense que même s'ils avaient été invités, ça aurait été très compliqué qu'ils viennent en réalité à Villers-Cotterêts. Il n'y a plus aujourd'hui de relations entre la France et le Niger, dont on ne connaît pas l'agenda réellement. Le Mali, c'est compliqué d'avoir des dirigeants qui déclarent à la tribune des Nations Unies que la France est une junte, que la France fomente chez eux des attentats, ou que de France, certains fomentent au Burkina, le cas échéant, des coups d'État dans le coup d'État, et puis ensuite de se pointer à Villers-Cotterêts. Franchement, il y aurait
une incongruité quand même à ce qu'ils puissent venir en France, ces dirigeants-là. Alors, donc, quand même, Fabrice, on peut noter, Geneviève l'a dit, que la Guinée de Doumbouya est loin d'être exemplaire en matière de liberté publique, avec la disparition d'activistes comme Fonike Mengue, auquel on pense, et la censure de nombreux médias privés qui ont vraiment été bâillonnés. Mais là, ça passe manifestement. Oui, malheureusement, la Guinée brille dans ce domaine-là de la répression à la fois des libertés publiques, de la liberté, des libertés de la presse, tout simplement. Je rappelle que de nombreux médias ont été brouillés pour des raisons de sécurité nationale, ce qui, pour le coup, met au chômage technique des centaines de journalistes guinéens. Je ne pense pas que ce genre de procédé soit compatible avec les valeurs qui sont censées être portées par la francophonie. Emmanuel Macron, la diplomatie française devrait être claire là-dessus, parce que une majorité, au moins la moitié des locuteurs, des 320 millions de locuteurs du français aujourd'hui qui sont en Afrique. Si on veut faire une diplomatie de la francophonie efficace, il faut aussi une certaine uniformité dans la façon de traiter ces pays. Et quand on admet quelque part qu'on ne peut rien faire contre les changements politiques qui se passent en Afrique de l'Ouest, contre ce qui se passe... brutaux. Brutal ou pas, ce sont des pays qui sont souverains. Quand on a admis, et c'est ce que la diplomatie française est en train de faire, même si elle ne reconnaît pas ces pays, ces dirigeants militaires comme étant les chefs d'État de ces pays, elle devra inévitablement, inéluctablement reconnaître que le changement s'est fait et on passe à autre chose. On veut faire cela un peu de manière soft, mais il faut donner des gages, il faut donner des signes que on veut tourner la page. Et tourner la page aujourd'hui, ça ne se fera pas de manière frontale. Parce que ces pays, que ce soit le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sont décidés dans la voie qu'ils ont choisi d'emprunter. Donc, donner ce genre de signal en invitant un tel, parce qu'on aimerait bien sa politique, bien que ce soit des putschistes également au pouvoir, c'est encore une fois entretenir ce sentiment d'incompréhension de la part de nombreux Africains qui attendent une autre relation, et que cette francophonie ne soit plus une espèce d'étendard comme ça impérialiste, parce que la langue française, elle est importante pour beaucoup d'Africains, mais ils ont aussi un besoin. La francophonie, c'est pas la France. La francophonie, ce n'est pas la France, et la réalité, c'est qu'elle est portée factuellement par de nombreux pays francophones à travers le monde. Donc, si la France veut être le capitaine, parce que c'est la France de cette entité, il va falloir traiter les autres avec respect. Alors, c'est dit, qu'est-ce qu'on peut dire que l'ère de la règle de la mise au ban des régimes putschistes est terminée, alors que les relations internationales se durcissent et que l'Afrique est d'ores et déjà le théâtre d'une guerre froide qui ne dit pas son nom? Je pose cette question parce que à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle, au sein de l'OIF, de l'Union africaine, etc., les règles étaient claires. Quand il y a un putsch, le pays sort de l'organisation, il est suspendu et il revient après l'élection. Là, ce n'est plus du tout le cas. Et en réalité, il y a des régimes amis et des régimes ennemis. Oui, c'est ça la difficulté. Vous savez, les règles, quand elles reposent sur une clarté, elles sont plus faciles à accepter. Quand on fait du double standard ou quand on suspend celui-là et on ne suspend pas celui-ci, ça crée beaucoup de confusion. Dans le cas d'espèce, lorsque la francophonie décide de réhabiliter la Guinée, vous avez regardé, ça s'est fait récemment, les arguments qu'elle a avancés, c'est que le pays a fait des progrès en matière de démocratie, de respect des droits de l'homme. Bon. Et c'est ça le communiqué que le Conseil permanent de la francophonie a publié pour indiquer, comme si nous-mêmes, nous n'étions pas témoins des événements qui se passent en Guinée. Il y a 2 personnes dont vous avez parlé qui ont disparu, dont on est sans nouvelles. Il y a des morts suspectes en prison, des 2 officiers, l'ancien numéro 2 presque du conseil militaire qui est décédé en prison, un autre colonel qui est décédé. Donc il y a des violations massives des droits de l'homme, mais en dépit de ce tableau, la francophonie a décidé de rétablir la Guinée comme pays membre et l'a invité ici. Donc quand on se met dans cette posture de double standard, ça a des conséquences.
la conséquence, c'est la perception dans les opinions africaines que, particulièrement au Sahel, que, par exemple, l'exigence de la démocratie et du respect des libertés, on le leur demande parce que c'est eux, non pas parce que les libertés sont importantes. Pourquoi on demanderait, on accepterait des violations des droits de l'homme en Guinée et qu'on ne les accepterait pas au Niger ou au Burkina? Donc ça c'est des choses qui sont de nature à affaiblir le discours de la communauté internationale et à l'affaiblir. Je pense que cette posture-là a pu alimenter chez les putschistes nouvelle génération les sentiments que bon, la communauté internationale, c'est pas important, on peut faire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, dans le cas d'espèce, on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de réaction à la hauteur de ce qu'espèrent les démocrates nigériens, les démocrates burkinabés. On dirait que les gens sont laissés presque à eux-mêmes, puisque les jeunes ont décidé que la communauté internationale, ça ne veut rien dire, ça ne les intéresse pas. Et à la différence de ce qu'on avait connu, ce que vous avez rappelé, quand, pour des pays qui ont connu le coup d'État, dès que les militaires prennent le pouvoir, ils s'empressent de donner un agenda. Souvent, ils disent que c'est 9 mois, souvent, ils disent que c'est 1 an. Bon, cette fois-ci, on n'a aucune visibilité. Et je crois plus du tout de saison. Oui, et puis la communauté internationale elle-même s'est affaiblie en faisant, par exemple, des jeux de double standard, en donnant la prime à celui-ci, en refusant sans aucune base objective. Ça a pu alimenter. Et à mon avis, aussi, le contexte international que l'on a aujourd'hui dans ces pays de rivalité, entre l'Est et l'Ouest, entre la Russie et les pays occidentaux, a pu alimenter le sentiment, bon, si l'Occident n'est pas d'accord, au moins il y a la Russie. Donc tout ça ne nous rajeunit pas et fait en sorte que finalement, on ne contribue pas au renforcement de la culture démocratique dans ces pays-là. Et puis surtout, la Guinée et le Gabon sont quand même des pays qui sont riches en minerais. Il y a une brutalisation des rapports mondiaux. On voit ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a une politique de la guerre qui se met en place. Et peut-être que la démocratie, c'est de moins en moins important. La Guinée, c'est quasiment la RDC de l'Afrique de l'Ouest. On a tendance à l'oublier. C'est tout à fait exact. La Guinée, c'est Simandou, c'est des grands projets, c'est la bauxite, c'est des minéraux importants. Et bon, puisque la pour Guinée... le commerce et pour la guerre. Apparemment, je peux me tromper, mais l'impression qu'on a, c'est que puisque la Guinée a accepté de jouer le jeu, on peut fermer les yeux sur toutes les violations des droits de l'homme qu'on a évoquées. Sauf qu'on rend service à la Guinée, on rend service peut-être à ce qu'il y a de la Guinée, mais on ne rend pas service à la démocratie et on envoie un mauvais signal aux autres. Enfin, on rend service au pouvoir guinéen. En plus, il y a des informations persistantes qui font état de la présence de militaires français en Guinée. Elles ne sont pas confirmées. La coopération sécuritaire n'a pas été arrêtée avec la Guinée. La coopération militaire et sécuritaire continue. Ça veut dire, qui dit coopération sécuritaire, vu qu'il y a des officiers français qui sont aux côtés de forces guinéennes qui les accompagnent. Et très à côté, il y a aussi une officière française qui est très à côté de Doumbouya, si on peut rigoler un peu. Alors Wilfried, j'imagine que tout cela nourrira le procès en hypocrisie contre la France au sein des jeunesses africaines. Oui, c'est même pas un procès, il y a un constat. Quand on dit procès, ça peut sous-entendre une intention malveillante qui ne cadre pas avec ce qu'on a observé. L'abcès a été superbement bien crevé par Fabrice et Geneviève, et M. Sidi Kaba en a extrait le liquide. On constate effectivement qu'il y a des bonnes et des mauvaises juntes. Vous avez cité les Guinées, il n'y a pas que les Guinées. Le coup d'État au Tchad d'avril 2021, parce que c'était un coup d'État, la constitution tchadienne a prévu de manière claire comment se gère la vacance du pouvoir. Cela n'a pas été fait dans les règles de l'art, ça a été fait par justement la récupération du pouvoir par un militaire, en l'occurrence le fils de Idriss Déby Itno, et qui était présent pour consolider, pour sacraliser, pour approuver et adouber justement la prise de pouvoir par Idriss Déby. C'est Emmanuel Macron qui estimait que bon, c'est un bon coup d'État, c'est un garant de la stabilité, etc., etc. On a eu la même problématique. Bon coup d'État des familles. Oui, on a eu la même problématique au Gabon, quand vous aviez l'Allemagne qui condamnait, les États-Unis qui demandaient de restituer le pouvoir aux civils. Vous aviez une sorte d'attentisme de la part de la France, si bien que c'est l'extrême droite française, en l'occurrence Marine Le Pen, qui demandait à Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères à l'époque, de s'exprimer de manière claire sur les questions gabonaises. Et dans les bons putschistes gabonais, tchadiens,
ont été invités au sommet de la francophonie à Paris. Mamadi Doumbouya, on ne sait pas quel miracle s'est produit entre début septembre et fin septembre 2024, puisqu'il y a à peine quelques semaines, quelques jours, il a été réhabilité. La Guinée-Conakry est autorisée à participer. Pourtant, les griefs envers le gouvernement guinéen sont évidemment exactement les mêmes que ce qu'on a reproché à Assimi Goïta, à M. Tiani, à M. Traoré, la répression des opposants politiques, le recul des libertés, les décès suspects en prison. Je veux dire, Idriss Déby a bombardé le camp de M. Yeye Djilo. C'est un assassinat en règle d'un adversaire politique. Pourtant, il est invité. Et là, on a l'AES. Enfin, à côté, on peut faire une parenthèse sur le Rwanda ou voir le Togo. Monsieur Faure Gnassingbé a créé une sorte de gymnastique incroyable où désormais, enfin dans quelques temps, il sera plus président, mais il sera président du Conseil des ministres. Ou alors il sera président, on ne sait pas quel rôle il aura. Non, enfin, le pouvoir exécutif sera évidemment qui sera au niveau du Conseil des ministres. Le président sera, comme en Allemagne, comme dans les pays scandinaves, détenteur d'un rôle symbolique, mais le possesseur effectif du pouvoir exécutif sera celui qui est à la tête du Conseil des ministres. C'est une belle idée que les présidents africains ont d'habitude pour se pérenniser là où ils se trouvent, c'est-à-dire je ne suis plus là, j'ai respecté le calendrier, mais de facto je continue d'exercer le pouvoir. Et je voulais terminer par le Rwanda, parce que justement M. Paul Kagame au pouvoir depuis 1994, les premières... Indirectement d'abord. Oui, les premières élections, c'est là où je voulais en venir, se sont tenues en 2003. Il devait partir normalement à la fin d'un deuxième mandat. Il a trouvé le moyen d'organiser une sorte de référendum en 2015 qui lui permettait de se présenter pour 2017. Et maintenant, il est théoriquement possible qu'il soit élu jusqu'en 2034. Ce qu'on reproche à Vladimir Poutine, il n'y a pas de problème quand c'est le Rwanda. Mais il est élu par 99, je ne sais quoi. C'était le résultat. On se demande ce que font les 0,82 restants quand même. Soyons fous. Il n'a d'ailleurs admis que deux opposants, Franck Abineza et M. Philippe Mpayimana. Et on sait ce qu'il est advenu de Mme Diane Rwigara qu'on a ridiculisé sur la place publique. Si on fait la liste des fausses démocraties africaines, on n'en finira pas. C'est là je voulais en venir aussi. C'est pour ça que je parlais plus d'un constat plutôt que d'un procès. Mais en conclusion, en une phrase, j'ai envie de préciser également que pour les pays de l'AES, il faut noter que Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani et Assimi Goïta n'ont pas mal dormi parce qu'on ne les a pas invités à la francophonie. Ils ne sont pas tristes du fait qu'ils n'aient pas été invités. Ils définissent actuellement un nouveau calendrier où la souveraineté de l'Afrique ne se décide pas au regard de l'approbation par la puissance coloniale d'hier. Et on notera que Bassirou Diomaye Faye a estimé peut-être qu'il était déjà trop venu en France et il n'est pas venu. Il a vu une idée des élections législatives. Oui, surtout. C'est peut-être pas le bon moment politique. Il a fait trop de choses à faire en ce moment. Avant, quand tu venais à Paris, ça te donnait des points. Maintenant, quand tu viens à Paris, tu peux en perdre. Il va falloir le dire à M. Tidjam Thiam, ça. C'est surtout qu'il a multiplié quand même les visites ces derniers temps. Je pense que c'est en moins d'un an, il n'y a pas de regret. visites. Les relations verticales qui ont pu survivre à l'indépendance de ces pays, il était temps qu'elles évoluent. On a parlé de chefs d'État comme Amani Diori qui ont participé à la création de la francophonie. Je pense que même à leur temps, quand on regarde, et c'est ça le paradoxe, quand on regarde un peu même les pères fondateurs, ce qu'on appelle les pères fondateurs, ils ont eu moins de soumission, entre guillemets, envers la puissance coloniale que ceux qui sont venus, certains qui sont venus après. Oui, bien sûr. Oui. Alors, en plus, il y avait une co-création avec les Senghor et Houphouët-Boigny. Il y avait un rapport différent, c'est vrai. C'était la guerre froide. La guerre froide donnait plus de force aux États africains, paradoxalement. Alors, on va bientôt finir. Aussi avec Norodom Sihanouk, enfin, c'était pas... Oui. L'Afrique subsaharienne uniquement. Oui. Alors, je voudrais qu'on évoque quelque chose qui m'a marqué, c'est-à-dire c'est la nature même de l'Organisation internationale de la francophonie où tout procède de Paris. On parle beaucoup des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité de l'ONU, donc les Nations Unies qui sont une organisation qui est hiérarchisée avec quelques pays qui dominent. Et là, la francophonie, c'est une caricature, c'est pire que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisque c'est une nation qui domine. Et même quand vous allez... écoutez, il y a des éléments factuels. Lorsqu'on parle de ces questions-là, il faut convoquer des éléments factuels. En 2002, le président Abdou Diouf décide de quitter le pouvoir après la défaite de 2000, son ami Jacques Chirac décide au Liban d'en faire le secrétaire général de l'OIF.
C'est Jacques Chirac qui l'a décidé. C'est comme si Biden disait, bon, toi, tu vas être le secrétaire général de l'ONU. Abdou Diouf est devenu secrétaire général de l'OIF. Il a fait 3 mandats de 4 ans. Il est parti. Vous savez, dernièrement, le tout dernier épisode de la même nature, lorsque Michaël Jean a décidé de rempiler pour un 2e mandat, il a suffi que Macron décide qu'elle ne soit plus qu'elle ne soit plus possible qu'elle soit secrétaire générale, et ça c'est totalement documenté. Et Macron a fait, alors que Michaël Jean a visité des pays africains qui lui ont donné leur accord pour le 2e mandat, Macron a obtenu de ces pays qu'ils se rétractent, qu'ils se dédisent même, puisque... Au nom de la politique étrangère française avec le Rwanda. Sauf ça, en fait. C'est ça. Les relations avec le Rwanda. C'est ça. Sauf que c'est une organisation, c'est pas l'OIF n'est pas un appendice de la diplomatie française, en théorie. Ça devait être, il y a la Belgique, il y a le Canada, mais dans ce cas, pour illustrer ce que vous dites jusqu'à la caricature, c'est que c'est la France qui a décidé, voilà le secrétaire général, et c'est devenu comme ça. Les autres pays qui pouvaient s'opposer, même le Canada, a été invité, ils ont fait un deal avec le Canada s'est rétracté, finalement c'est la candidate de la France, au nom des intérêts particuliers de la diplomatie française, c'est Mme Louise Mouchikiwabo qui est devenue secrétaire générale. Et ça, dans le cadre de la francophonie, c'est un vrai problème. Surtout pour promouvoir un pays dans lequel la langue française est en plein recul, parce qu'il promeut... Qui organise le recul. Qui organise lui-même le recul de cette langue française. C'est quand même aberrant de voir que Emmanuel Macron a utilisé en fait cette francophonie comme un outil de la diplomatie française intérieure, quoi, de la diplomatie française, et que on n'associe pas complètement les autres pays qui sont censés prendre part à ce genre de décision. Parce que pour se rapprocher de Paul Kagame, on a décidé qu'on allait choisir Mme Mouchikiwabo. En plus, le Rwanda est une start-up nation, Fabrice. Wilfried. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que dans la conclusion de tout à l'heure, je disais que les dirigeants de l'AES n'ont pas eu des nuits blanches parce qu'on ne les a pas invités. La francophonie sert en premier ressort la France. Macron n'a pas choisi la villa, comment ça s'appelle? Cotterêts. Villa Cotterêts. Oui, il n'a pas choisi à tout hasard. C'est lui qui a réhabilité la cité l'année dernière. Et c'est de là que le décret de François Ier a été signé au XVIe siècle, qui consacrait le français à la place du latin comme la langue officielle de tous les documents administratifs. Macron a énormément de mal du point de vue de la politique intérieure en France avec les complications de ces dernières semaines, et donc il essaye d'exister sur le plan international. On est dans une sorte d'autopromotion de l'individu et on est dans une sorte de promotion du pays, la France. La France qui, en plus d'être la 5e langue la plus parlée, est quand même la 2e la plus enseignée au monde. Il faut justement l'amener à s'expandre davantage. Il faut, vous avez cité le Rwanda évidemment, le Rwanda au début du millénaire a amorcé le recul intentionnel de la langue française, et donc il y a eu une contre-offensive qui a été menée par la France avec Mme Mouchikiwabo, et donc par exemple pour les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, c'est tout sauf la priorité du moment. Donc invitation ou pas de la France, ils ont d'autres chats politiques, géostratégique, sécuritaire à fouetter pour un... Donc, puisque la France est maso, peut-être qu'elle va faire avec ces pays comme elle a fait le Rwanda. Alors, Geneviève, donc je donnerai le mot de la fin en ajoutant quand même que sur la nomination de la patronne de TV5 Monde, qui est arrivée dans cette mouvance du sommet de la francophonie, Emmanuel Macron a fait comme pour la nomination des patrons de l'OIF, c'est-à-dire il y a eu un appel d'offres et puis finalement tout a été balayé. La France a imposé aux autres pays francophones du Nord cette dame que je ne connais pas, qui vient de... Dans l'époux et le patron de Rothschild d'Afrique. D'accord. Bref, mais bon, ça c'était un peu de gossip. L'époux, c'est l'époux, ça c'est la femme, c'est la femme, lui c'est lui, elle c'est elle. Moi j'aime pas qu'on dise mon mari c'est ça et moi ma femme c'est ça. Mais c'est qui celle-là? D'un point de vue théorique quand même, hein, parce que bon, voilà, on est en France, on a eu, il y avait Kouchner, ministre des Affaires étrangères, et son épouse qui était patron de France 24. Je suis d'accord, ça c'était, on ressentait ça à l'époque comme un problème à l'audiovisuel extérieur de la France. J'étais à l'époque. Mais bon, ministre des Affaires étrangères, c'est différent quand même. C'était parce qu'à l'époque quand même, je te rappelle que l'AEF était sous la tutelle du Quai d'Orsay. Et d'ailleurs, l'AEF est partie de la tutelle du Quai d'Orsay, a été mise au ministère de la Culture à cause de Madame Ockrent, justement, et de ce mélange des genres. Donc, bref, c'était un petit à côté. Et on va continuer. Au Burkina Faso,
Le feuilleton de la dernière tentative de coup d'État manqué se poursuit avec des aveux télévisés d'Ahmed Kinda, ancien commandant des forces spéciales arrêté au Niger par la police nigérienne, puis remis aux autorités de son pays, qui s'est exprimé donc que ce Ahmed Kinda, dans les liens de la détention, et donc naturellement sous une certaine forme de contrainte. Il faut préciser, Ahmed Kinda cite comme complice l'ex-président de la transition Paul-Henri Sandaogo Bamiba et ses 2 journalistes. Il parle également de mercenaires originaires de la République centrafricaine qui auraient été contactés. Pour ce projet, nous avons fait appel à des mercenaires à travers Barry Abdoulaye. Ce sont des Centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie, notamment 150 personnes, toutes dotées de AK-47. Un armement collectif, j'ai demandé 10 PKMS, 10 RPG-7, 4 mortiers. Alors c'est dit que ce nouveau feuilleton, enfin ce nouvel épisode dans le feuilleton des coups d'État, dans le coup d'État au Burkina et d'ailleurs dans les autres pays de l'AES, continue de tendre la situation interne et régionale. Oui, c'est exact. Il y a aujourd'hui des tensions à l'intérieur de chacun de ces pays, particulièrement pour le Burkina, qui nous a habitués depuis un moment à des épisodes de tentatives de déstabilisation assez régulières, presque tous les mois ou presque toutes les 6 semaines. Je crois que ça traduit la difficulté des résultats dans la lutte contre le terrorisme et le revers sécuritaire. Et comme on sait, le premier coup d'État contre Roch Marc Christian Kaboré a été fait justement au prétexte que les civils n'étaient pas capables d'assurer la sécurité, puisque sur le plan démocratique, on sait que Roch a été réélu en décembre 2021. Il a été renversé en janvier 2022. Et une des raisons que les militaires ont avancé, c'était l'incapacité de Roch à établir un rapport de force acceptable avec le groupe djihadiste. Sauf que c'est lui qui a renversé Roch Damiba, au bout de 8 mois, n'avait pas réussi à renverser le rapport de force. Et c'est lui qui a renversé Damiba, lui non plus n'a pas réussi à renverser le rapport de force et il s'est dit que, puisque c'était l'argument que j'ai avancé, d'autres peuvent avoir l'idée de me renverser moi-même. Donc, il vit avec cette idée et régulièrement, donc, on voit des coups d'État réels ou supposés, des disparitions de personnes, des réquisitions, y compris des magistrats. Donc, le pays se retrouve dans cette situation qui, à mon avis, est une crise dans la crise. Il y a aujourd'hui une superposition de crises. La crise sécuritaire, qui n'obtient pas de résultats, il faut le dire, et l'instabilité politique. Donc l'association de l'instabilité politique et du défi sécuritaire font qu'aujourd'hui... La crise économique aussi. La crise économique, bien sûr, puisque quand la sécurité n'est pas là, l'économie ne va pas. Par exemple, les importations, pour parler d'une situation que je connais, compte tenu de la fermeture de la frontière avec le Bénin, les importations du Niger doivent passer à partir du port de Lomé par le Burkina, puisque le Niger n'a pas de frontière avec le Togo, il faut passer par le Burkina, et on n'y arrive pas. Les tentatives, les escortes militaires ne permettent pas de le faire parce que la situation sécuritaire n'est pas bonne. Donc tout ça crée aujourd'hui une situation qui, à mon avis, est inquiétante parce qu'il y a de plus en plus de rapprochement de groupes terroristes vers les grands centres urbains. Beaucoup de gens disent que c'est peut-être pas dans l'agenda des groupes terroristes de prendre les grandes villes, sinon aujourd'hui, ils sont en capacité de le faire dans beaucoup de pays du Sahel. Il ne suffit pas de prendre une ville militairement, il faut aussi la contrôler, parce que les peuples d'Afrique de l'Ouest ne veulent pas des djihadistes. Bien sûr. Sous aucun prétexte, ils se révolteraient. Non, les gens n'acceptent pas, y compris dans des pays qui sont de fortes traditions musulmanes. On n'a pas besoin de ce discours. En réalité, même le discours djihadiste, l'islam et la charia sont convoqués comme instruments. En réalité, dans la pratique, le comportement de ces gens n'a rien à voir avec les principes de l'islam. Alors Wilfried, il faut croire que les autorités de transition burkinabé avaient besoin de montrer que leur affaire était sérieuse. Ils ont communiqué il y a environ 10 jours, ils recommuniquent il y a quelques jours avec des preuves, c'est-à-dire des témoignages télévisés, sous la contrainte, parce que c'est des témoignages télévisés de prisonniers, peut-être pour répondre à ceux qui disent qu'ils inventent des coups d'État. Ben oui, c'est dans la logique des choses en fait. S'il y a une affirmation sans élément de preuve, on dira que ce sont des phrases bateaux, des affirmations gratuites. Alors là, il y a des preuves et ce serait un peu de la malhonnêteté intellectuelle que de dire bon, ce sont des aveux sous la contrainte et dont ils ne sont pas crédibles. Je ne sais pas ce qu'il faudrait fournir comme preuve supplémentaire au-delà de ça. Monsieur Ahmed Kinda a donné des détails
lors de son arrestation, il dit voilà, j'avais un rendez-vous avec un partenaire, un complice pour une cache d'armes. Il n'est pas venu au rendez-vous, dont j'ai informé monsieur Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, j'ai informé monsieur Barry, le journaliste, voilà, et c'est monsieur, un journaliste ivoirien, monsieur Ado. Nigéro-ivoirien. Oui, monsieur. Serge Mathurin, qui le malheureux n'est pour rien là-dedans. Non, monsieur enfin, selon les propos de monsieur Kinda, c'est monsieur Ado qui a fourni la logistique de l'hébergement. En fait, ce sont les paroles, c'est pas les paroles du gouvernement burkinabé, ce sont les paroles d'Ahmed Kinda, sous la contrainte, oui, mais ce sont les paroles d'Ahmed Kinda quand même qui fournit ces détails-là. On va revenir sur Serge Mathurin, si on peut en dire il est évident que quand on est arrivé au pouvoir par coup d'État, il est évident qu'on doit s'attendre à en subir. Ça, c'est clair, parce que d'une manière ou d'une autre, la première cause d'un coup d'État en réponse à un coup d'État, c'est que ceux qu'on a renversés en ont, voilà. Ils essayent d'une manière ou d'une autre. Leur revanche. Oui, et c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso du temps de Gilbert Diendéré, qui a tenté de récupérer ce qu'il estimait être sa propriété qu'il avait perdue. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. Ça a mieux fonctionné avec Ibrahim Traoré aujourd'hui. Et il n'est pas exclu qu'un Paul-Henri Damiba essaye de faire une Diendéré 2.0. Une Diendérade. Oui, alors ça c'est d'un maintenant. De deux, il est aussi à noter, et ce n'est pas un complot que de le dire, que beaucoup de gens, que ce soit les mouvements djihadistes, que ce soit certains alliés il y a des convergences d'intérêts, même de la part de certains pays ou de certaines puissances extérieures, voient d'un mauvais œil l'avènement de l'Alliance des États du Sahel. Je ne vais pas vous rappeler l'exemple de l'Ukraine qui, prétextant son conflit avec la Russie, qui n'a rien à voir avec la réalité malienne, a affirmé, a reconnu et s'est réjoui d'avoir soutenu des mouvements terroristes lors notamment de l'attaque de Tinzaouaten. Donc si Ibrahim Traoré et Assimi Goïta aujourd'hui disent qu'il y a des complots contre eux, ils disent le fait. Du point de vue occidental, il est clair qu'on n'a pas l'habitude. On a l'habitude d'être l'accusateur. On a moins l'habitude d'être l'accusé. Et c'est pour ça que la chose est perçue autrement quand M. Abdoulaye Diop va par exemple dire à Bruxelles ou à la tribune des Nations Unies telle puissance est co-responsable des tragédies qui arrivent à nos pays. J'ai même des éléments de preuve. On va crier au complot. Pourtant, c'est l'exercice qu'on a toujours fait du point de vue occidental contre ces pays-là, dont il y a la collusion de toutes ces réalités-là qui ne s'excluent pas mutuellement. Il y a l'enjeu sécuritaire, les djihadistes qui essaient de gagner du terrain. Il y a eu l'attaque de Barça-Logo il y a quelques semaines, c'était le 24 août, où le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Jinim, a reconnu être derrière cette attaque. Le but étant de créer la confusion, de semer le désarroi pour ensuite éventuellement attaquer la capitale, pendant que les forces seraient dispersées et sécurisées les autres zones du pays. Cela n'exclut pas qu'il y ait en même temps des gens qui, parce qu'ils ont une convergence d'intérêts avec ces groupements terroristes, vont également essayer de renverser théoriquement, sachant que les preuves pour l'instant ne sont pas établies, un témoignage d'un prisonnier, c'est pas tout à fait une preuve, même si c'est un élément. Fabrice, on parle de plus en plus de filières de mercenaires centrafricains, y compris sur le front de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Comment l'expliquer ? C'était plutôt une tradition tchadienne et même burkinabé, le mercenariat international. Je vais répondre à ta question. Juste une toute petite réaction. Je souscris à peu près à l'analyse que fait Wilfried, mais je pense quand même qu'il y a une impression de fragilité. Il y a quand même, on sent que ce pouvoir burkinabé est pris en étau à la fois entre les groupes terroristes dont tu as parlé, mais également toute la pression politique et puis le rejet, comme tu le disais aussi, des voisins, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Bénin, la CEDEAO en général en tant qu'institution. Mais quand même, le tableau d'ensemble est quand même assez douteux. C'est-à-dire que pour moi, quand il y a une tentative de coup d'État, quand il y a quelque chose d'aussi grave qui se passe, évidemment, il y a une enquête qui a été diligentée. On doit suivre le déroulement de cette enquête, venir à la télévision nationale, présenter des aveux de Ahmed Kinda, qui est présenté comme le cerveau de l'opération. Ça donne. Commandant des forces spéciales. Ça donne, certes. Si on ne l'avait pas fait, on aurait réclamé à minima un élément comme celui-là. Ça donne, oui. Il y a un piège, parce que le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire, et il y a une pression médiatique sur le thème. Est-ce que c'est vraiment vrai ce complot ? Oui, mais en fait,
si vous êtes convaincu de la véracité de la chose, il n'y a pas besoin d'essayer d'organiser une opération de communication là-dessus. Laissez la justice et faire son travail. Et c'est la justice interne, c'est la justice burkinabé. Donc on ne va pas dire en plus. Oui, qui a des ficelles qui seraient tirées de l'extérieur. Mais je comprends quand même que ce pouvoir est vraiment sous pression parce qu'il est rejeté. On en a parlé avec la francophonie. Il ne faut pas négliger le poids de la rupture diplomatique avec la France. Justement, maintenant, je voulais qu'on parle des Centrafricains. Maintenant, sur les mercenaires, alors juste rappeler que c'est le résultat, on a appris cette information grâce à Jeune Afrique qui a mené une enquête. On n'a pas encore la matérialité de la chose. Le gouvernement centrafricain a démenti cette information. À voir, Jeune Afrique, c'est un journal assez sérieux, mais il faudrait, je pense, attendre d'avoir plus d'éléments pour vraiment dire, parce que je vois cette façon de titrer en disant les tirailleurs de Poutine qui seraient les tirailleurs africains de Poutine. Il y a des vidéos de Centrafricains sur le front. Bon, il y a aussi le gouvernement centrafricain n'a pas démenti l'information, a démenti avoir connaissance justement de cette manœuvre du recrutement. Moi, j'avais juste un point par rapport aux éléments. De la parole à Geneviève. Ah oui. Alors, Geneviève, on connaît à grande distance que tu entretiens avec les dirigeants burkinabés pour parler en litote. Quel regard tu portes sur ces aveux et plus généralement sur l'existence de réseaux de déstabilisation des pays de l'AES partant, notamment de pays voisins? Moi, je suis très réservée sur des aveux sur la contrainte, comme ça, devant la télévision nationale, de quelqu'un qui est prisonnier et qui est amené à s'exprimer pour entériner finalement une rhétorique qui est celle du pouvoir et sa propre culpabilité. Je suis très gênée sur de ce qu'il dit sur Serge Mathurin. Alors, je voudrais quand même dire un mot là-dessus. Serge Mathurin, Adou, journaliste nigéro-ivoirien. Absolument. Journaliste ivoirien au départ, établi au Niger depuis une vingtaine d'années, où il a des enfants, un foyer, etc. etc. J'ai le sentiment que Serge Mathurin, je ne sais pas ce qu'il a fait, enfin j'ai l'impression qu'il a effectivement aidé, peut-être hébergé quelqu'un. Sur la base d'une amitié avec un journaliste burkinabé, mais qu'il est absolument pour rien dans une tentative de coup d'État, si tant est qu'il y a eu tentative de coup d'État, ce que je ne peux pas affirmer, évidemment, puisque là, il y a eu des aveux sous la contrainte. Moi, je suis en relation assez régulière avec son frère, que tu connais peut-être, qui est Geoffroy-Julien Kouao, donc, qui est un politologue ivoirien, et qui est très ferme. Enfin, son frère, Serge Mathurin, n'a jamais eu aucune volonté de déstabiliser le pouvoir burkinabé. Donc ce garçon est une victime collatérale de quelque chose qui le dépasse. Il est aujourd'hui, depuis plusieurs semaines, on ne sait pas trop où, en prison quelque part, on ne sait pas dans quelles conditions il vit, son épouse n'a pas de nouvelles de lui, ses enfants n'ont pas de nouvelles de lui. C'est juste dramatique, quoi. Ça serait quand même bien que la presse, notre profession, mon ancienne profession, ton profession, se mobilise pour lui. Et encore une fois, il n'a rien fait. Il a peut-être été piégé en hébergeant, en acceptant d'héberger quelqu'un à la demande d'un ami. Ça, c'est possible. Mais est-ce que ça mérite une disparition de cette nature ? Je ne le crois pas. Enfin, donc, alors, je voudrais qu'on fasse un dernier... Je trouve ça dramatique. Je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table en évoquant... Pardon, je n'ai pas répondu à ta question, du coup, donc je vais quand même y répondre. Est-ce qu'il y a des tentatives de déstabilisation des États voisins ? Je ne peux pas y répondre, c'est possible. La réciproque existe aussi. On a quand même le sentiment de volonté de déstabiliser la Côte d'Ivoire depuis le Burkina. Peut-être avec la présence de Guillaume Soro ? Peut-être avec la présence d'un opposant ivoirien, en tout cas qui serait ravi de voir le régime ivoirien. C'est un ancien chef rebelle. Ancien chef rebelle, exilé, aujourd'hui. Bon, mais voilà. Donc on a le sentiment quand même que si le régime ivoirien, pour lequel je n'ai pas de sympathie particulière, comme tu le sais, pour Alassane Ouattara, mais en même temps, il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire bascule dans le chaos. Et je pense que certains seraient aussi ravis de voir la Côte d'Ivoire basculer dans le chaos. Donc les deux sont valables et les deux se nourrissent l'un de l'autre, en fait. Je voulais qu'on évoque quelque chose auquel j'ai pensé, le syndrome Sékou Touré. C'est-à-dire, effectivement, Sékou Touré, c'était un président qui était vraiment sujet à de nombreuses tentatives de déstabilisation et
qui a sombré pour cette raison dans les abus et la tyrannie. Est-ce que nous, en tant qu'observateurs, on peut regarder les dérives des pouvoirs militaires en Afrique sans penser et sans avoir peur du syndrome Sékou Touré, d'ailleurs en Guinée aussi, en Guinée c'est un peu moins le cas parce qu'il n'y a pas de pression internationale sur la Guinée, mais sur ces pays-là, est-ce que finalement, même si les raisons d'avoir peur sont réelles, est-ce qu'on ne peut pas basculer dans quelque chose, notamment avec les arrestations d'enfants d'opposants, avec des choses qui finalement aggraveraient la situation et feraient basculer les pays? Non, ça c'est absolument intéressant et c'est important. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans un défi sécuritaire qui, à lui seul, est une crise importante. Le relever est déjà quelque chose d'important. Le défi sécuritaire lui-même a créé le défi économique, a créé la situation démographique, a créé le défi alimentaire, parce qu'il faut dire aussi la famine menace certaines régions de ces pays qui sont confrontés à cette situation. Maintenant, y ajouter le non-respect des droits de l'homme, parce que c'est le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est celui de l'institution judiciaire, de la liberté des individus. À partir d'éléments, quand dans un pays, on envoie des magistrats au front, ça pose un problème, ça interpelle. Qui va être le recours dans ces conditions? Donc ça, c'est effectivement une préoccupation. Et je pense que plus longtemps les situations comme ça de confusion, de non-droit, d'absence même d'agenda politique, vont dire. Parce qu'aujourd'hui, le problème au Sahel, c'est aussi l'absence de lisibilité politique. Quand est-ce que ces transitions vont prendre fin? Dans quelles conditions? Comment on va organiser les élections? Tout ça, il y a ces problèmes d'incertitude. Et ça crée la situation dont vous avez parlé, la possibilité justement qu'on puisse arrêter des gens, on puisse mettre des gens en prison sur des bases un peu fragiles. Moi, mon voisin a parlé de fragilité. Et je crois que je vais aller dans son sens parce que pour moi, par exemple, lorsqu'on regarde les protagonistes qui sont de ce complot présumé, ils sont quand même éparpillés. Le député Aziz Diallo, l'ancien maire de Dori à Bangui, une partie, Ahmed Mujambari est ici à Paris, avec Bassolé, comment s'appelle, Damiba et Alomé. Je ne sais pas dans quelles conditions, parce que vous savez, le coup d'État, pour avoir vécu dans un pays qui a connu des coups d'État et avoir moi-même écrit 2 ouvrages sur les coups d'État, il y a quand même, le coup d'État est une conspiration. Et lorsqu'on veut conspirer, on prend des précautions pour que ça ne se sache pas. Mais c'est ça. Mais si vous communiquez par Internet, et puis la dernière chose, à mon avis, qui moi, me refroidit beaucoup par rapport aux éléments, y compris aux éléments qui ont été avancés, même ces aveux que vous avez rappelés, dans quelles conditions ils ont été obtenus. Vous savez, le Togo a permis, c'est le Togo qui a permis un peu de l'installation d'Ibrahim Traoré. Parce que quand les événements se sont produits, il y avait un rapport de force et un risque d'affrontement dans l'armée burkinabé. Et il y a eu une médiation pour qu'il n'y ait pas d'affrontement, des autorités, des légitimités religieuses au burkinabé, qui ont permis donc cet accord-là dans lequel il était inscrit que Damiba quitte le pays et s'installe au Togo. Moi, d'après en tout cas les éléments que je sais, c'est qu'une des conditions, c'est que Damiba réside au Togo, et il réside à Lomé, sans se mêler vraiment de la politique intérieure de son pays. Et je ne vois pas le Togo le laisser avoir un activisme au point de comploter à partir de son pays. Vraiment, au final, moi, j'attends vraiment des éléments. On a consacré beaucoup de minutes à ce sujet. 2-3 mots à vous trois et on change. Je pense qu'aujourd'hui, de toutes les façons, il va falloir effectivement un peu de lisibilité, comme le disait mon voisin. Je suis conscient effectivement que la situation sécuritaire empêche le pouvoir burkinabé de fixer clairement un agenda politique clair, mais on ne peut pas vivre ad vitam aeternam sur la menace que comporte le terrorisme. À un moment donné, il faut falloir être clair. Malheureusement,
aujourd'hui, ils subissent vraiment, ils payent les frais de cette guerre qui se passe, de cette guerre un peu sourde, parce que, enfin, nous, vu de l'Occident, c'est pas quelque chose qui attire autant que ça l'attention. C'est pas la fameuse guerre contre le terrorisme quand Paris est attaqué. Voilà, c'est pas le Moyen-Orient, alors qu'il y a des décès, il y a des pertes. Je pense que la communauté internationale, au lieu de se braquer comme ça, comme elle le fait à tout va avec ces pays, aurait dû être à leur côté, comprendre qu'il y a des situations exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles, il faut les soutenir au lieu de se braquer. Donc aujourd'hui, c'est difficile de dire aujourd'hui que les choix qui sont faits sont les mauvais. Ils ont le droit, les pouvoirs de l'AES, de se défendre, s'il y a des coups d'État évidemment, de se défendre de la menace terroriste, et c'est légitime. Wilfried, quelques mots. Hein. Oui, enfin, je pense que il faut veiller à ce que le narratif aille dans la direction de compatir avec la nation burkinabé, le cas échéant, en vue de la résolution du conflit. Mais le narratif qu'on entend la plupart du temps, notamment de l'extérieur, c'est depuis qu'ils sont aux fonctions, ils sont incapables de résoudre la situation. Le pape François a fait une sorte de prière le 1er septembre, l'Angelus, dans laquelle il a dit, voilà, soutien à la nation burkinabé, et je condamne notamment la fameuse attaque de Barça Logo. Les dirigeants de l'AES ne se lèvent pas un matin et inventent des accusations. À Barça Logo, le 24 août, c'est 200 personnes qui ont perdu la vie, des civils qui avaient été employés pour creuser des tranchées qui serviraient justement pour repousser d'éventuels assaillants. Et c'est justement pendant ce travail-là qu'ils ont été cueillis. Et voilà, près de 200 personnes qui sont décédées. Et le 24 août, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a à peine un mois. Donc, lorsque les dirigeants burkinabés évoquent les différentes incursions des djihadistes et les différentes meurtrissures dont ils sont victimes, prenez l'exemple de la France. Imaginez que Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice intervenait tous les 2 mois. On a vu le dispositif mis en place après les différents attentats. On n'a pas parlé de la France comme un État failli. Maintenant, on a aussi vu la froideur de la France à être aux côtés du peuple malien après la grosse attaque de Bamako. Oui, exactement. Il y a eu un communiqué de l'ambassade, tardif d'ailleurs, et pas d'Emmanuel Macron lui-même. Et des réactions qui vont plutôt dans le sens, regardez, ils ont du mal à résoudre la situation. Mais je veux dire, quand on voit le dispositif de l'opération Sentinelle, le plan Vigipirate, quand on voit les premiers jours qui ont succédé aux différentes attaques, et qu'on s'imagine que le Burkina Faso est dans cette situation de manière permanente, on peut comprendre peut-être la fébrilité, je n'utiliserai pas le mot, mais on peut comprendre le fait qu'il soit à fleur de peau plus ou moins, même si je désapprouve évidemment les arrestations quand elles sont arbitraires, l'envoi au front de personnes qui n'y ont rien à faire, etc., etc. Cela n'exclut pas, d'un autre côté, que lorsqu'on parle de volonté de déstabilisation des mouvements terroristes et éventuellement de puissances externes, cela n'exclut pas que cela puisse être vrai. L'Ukraine l'a d'ailleurs confirmé il y a quelques semaines. Et ce n'est pas parce que les autres ne l'ont pas confirmé qu'ils n'y sont pas impliqués. Oui, Geneviève. Moi, je reviens à ta question. Sékou Touré, paranoïa, suite à... Moi, j'inverserais la problématique. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est dès le départ, enfin... Je me souviens de mai 2023, j'ai été rechercher les dates. Mai 2023, il y a eu un communiqué de la FIDH qui déjà dit son inquiétude. La FIDH, ce n'est pas un mouvement spécialement néocolonial, qui dit son inquiétude devant les appels au meurtre de journalistes, de leaders d'opinion, les montages contre les journalistes, les influenceurs qui influencent le capitaine, le jeune capitaine Traoré. Influenceur qui conseille aujourd'hui d'enlever les enfants de ses opposants, et il le fait. Donc, c'est pas juste l'échec, c'est pas juste la fragilité du régime, et c'est pas juste la paranoïa. Elle est initiale, la paranoïa, je crois. Elle remonte au début du capitaine Traoré. Voilà. Et aujourd'hui, comme effectivement, il se rend compte qu'il n'arrive pas à reprendre la main sur le terrain, et que donc il risque lui-même, pour la raison pour laquelle il a fait un coup d'État, d'être lui-même l'objet d'un coup d'État, forcément, il devient de plus en plus paranoïaque, de plus en plus dur. Mais il y a quand même une société civile, il y a toujours une société civile au Burkina quand même. Donc j'ai le sentiment aussi que le peuple commence à se montrer un peu plus réticent vers son régime. Après, on parlait pas des attaques terroristes, Geneviève. Mais vous êtes focalisé sur l'échec du gouvernement, mais... Contre le terrorisme. L'échec contre quoi? Contre le terrorisme. Vous ne parlez pas en fait de l'horreur du terrorisme en soi et du fait que le terrorisme était horrible en soi, mais pardonnez-moi, mais le commentaire non, mais attendez, non, parce que là, on peut pas dire que je
Non, mais je Pardon. vous entends. Vous faites le commentaire d'un régime qui ne s'en sort pas et Je vous fais, le appuyez commentaire dessus. je fais le commentaire d'un régime Et- qui n'arrive pas, qui a pris le pouvoir pour lutter contre le terrorisme parce qu'il allait faire mieux et qui fait plutôt moins bien. Mais est-ce que vous voyez que Et c'est le cas, c'est le cas dans tous les pays de l'AES. Est-ce que vous prenez Le acte- Niger étant le cas d'école Et- le pire en fait. Est-ce que vous prenez acte du fait que les terroristes se sont renforcés avec davantage de soutien extérieur depuis que les dirigeants de l'AES sont aux fonctions? L'Ukraine n'était pas impliquée à l'époque. Là, C'est l'Ukraine, pas vous avez... l'Ukraine qui finance le Non, mais je veux terrorisme dire- au Burkina, Non, au je veux Niger. Écoutez, faut pas non plus dire n'importe quoi. Non, c'est pas moi l'Ukraine. qui dis, c'est le porte-parole du renseignement Oui. ukrainien, monsieur Andrei Youzov, qui se félicite d'ailleurs de l'appui qu'ils ont donné à ceux qui ont mené... Logo, c'est pas Non, je parle de l'Ukraine. non, je Non, mais parle là- de Madame, je parle de Tinzaouaten, c'était bien avant, dans le nord du Mali. Oui. Ce sont, Il y aurait eu, ce sont pas mes paroles, ce sont les paroles du renseignement militaire ukrainien. D'ailleurs, l'ambassade d'Ukraine à Dakar était très heureux. Il a publié sur sa page en Facebook. l'occurrence, Il a publié sur sa page Facebook un message de réjouissance carrément de la fameuse attaque. On Donc, va l'une des passer explications au de l'exacerbation de la prochain crise sujet. est aussi à chercher l'avant. Faut-il craindre que le Sénégal s'échauffe à l'approche des élections législatives à venir? En tout cas, le futur scrutin se présente comme un second tour qui ne dit pas son nom. Après la présidentielle qui a fait tomber le système Macky Sall est le chef de file de la coalition qui défie son ancien opposant redouté, Ousmane Sonko, dans le but d'arriver à une cohabitation ou du moins un rééquilibrage politique. Et dans ce contexte, on a assisté à des mises en garde à vue, de contradicteurs du pouvoir, notamment du journaliste de profession Cheikh Yérim Seck. Alors Geneviève, les démons du passé pourraient-ils se réinviter au Sénégal alors que la situation économique pourrait créer ces premiers déçus de l'alternance? on sent par moment une petite tentation autoritaire quand même, je dirais, qui est notée par un certain nombre de leaders d'opinion, par quelqu'un comme Alioune Tine, par exemple, qui n'est pas hostile au régime actuel, du tout hostile, mais qui lance quelques alertes. Effectivement, 2 jours de garde à vue pour des journalistes juste parce qu'ils ont contredit des chiffres, une analyse économique du Premier ministre. Bon, maintenant ils sont sortis de prison, donc ils n'ont pas été emprisonnés. Ils sont sortis de garde à vue. Ils sont sortis de garde à vue, ça a fait l'objet, effectivement, voilà. Bon. Mais est-ce que quand on donne des chiffres différents, c'est une fausse nouvelle? Jusqu'où on peut aller dans l'exercice de sa profession? Donc je pense qu'il faut être vigilant. Même la diffusion de fausses nouvelles ne devrait pas donner lieu à... Voilà. On peut Non, penser que il le y a- Premier ministre est mieux informé sur la situation économique Oui, du mais- pays. mais- Non, mais mais- il a mais- des enfin, réalistes. Quand même. Non, On donne la Non, parole non. à Cédric. Non, je Non. pense qu'il y a effectivement des alertes. des alertes. Et j'ose espérer que c'est peut-être les tâtonnements du début de l'exercice du pouvoir. Il n'y a pas que ces éléments dont vous venez de parler. Il y a eu aussi des affectations, sanctions de magistrats lors du dernier Conseil des ministres. Une bonne partie de ceux qui ont eu à connaître des dossiers de Sonko, quand il était poursuivi dans cette affaire politico-judiciaire, puisque ça a été monté, on peut le dire aujourd'hui, mais des magistrats ont été mutés, ont connu tous ceux qui ont instruit ou qui ont été mêlés, ont été affectés, et le sentiment que l'on a eu, c'est que des affectations, sanctions du fait de ce qui s'est passé. De revanchisme. Oui, et donc il y a effectivement aujourd'hui quelques alertes, à mon avis, qui attention. risquent de desservir, très honnêtement, l'espérance que ça a créé, le fait de... ce n'était pas mieux sous Macky, puisque Macky a mis beaucoup de gens en prison, y compris ses opposants, y compris des journalistes, a fait fermer Walfadjri, a suspendu des chaînes de... Voilà, Pour l'instant, on n'en est pas là, et donc il faut espérer qu'on n'en arrive pas là. Et donc il faut peut-être que maintenant, on peut faire crédit, dire que c'est les débuts, c'est les tâtonnements lorsqu'on passe de la posture d'opposant. Les bons opposants ne sont pas les bons dirigeants finalement, mais lorsqu'on parle de... on peut leur trouver, on peut essayer de prouver cette compréhension, mais je pense que c'est dans leur intérêt de ne pas décevoir cette espérance, et c'est dans leur intérêt de ne pas glisser vers cette dérive. Fabrice, je voudrais que tu réagisses à ça et qu'on évoque aussi la stratégie de l'opposition qui remet en scène Macky Sall. Est-ce qu'elle n'est pas un peu risquée? Alors, juste, évidemment que je ne défends pas le fait d'emprisonner, de mettre en garde à vue Des jours. des journalistes. C'est une Alors, Cheikh évidence. Yérim Seck est un ancien journaliste. Hein,
Voilà. Il ne vit plus de son métier de journaliste. Voilà, mais juste dans la stratégie d'aller contredire le Premier ministre sur des chiffres qu'il présente, des faits, puisqu'il a des éléments factuels sur l'état économique et la santé économique du pays, quand il parle de 2500 milliards d'euros, de dollars dépensés en 4 ans sous le sceau du secret, c'est pas de francs CFA, pas d'euros, de dollars, pardon. Ça serait un peu trop. Quand on sait tout ce qui s'est passé avec la gestion des fonds Covid, il y a quand même plus que des faisceaux d'indices sur la corruption. Non, je ne justifie. Encore une fois, ce n'est pas une justification du fait de mettre en garde à vue. Non, mais moi, je veux parler de l'état financier, l'état économique de ce pays et de comment il a été géré avant Sonko et Diomaye Faye. C'était pas la question, mais je trouve que c'est une question. C'est ma réponse et c'est une question fondamentale, je trouve. Je trouve que on peut avoir énormément d'ambition, comme l'ont eu Sonko et Diomaye Faye, et arriver au pouvoir, se rendre compte que le pays a été pillé. C'est une réalité. Et aujourd'hui, on a ce président, et pour répondre à ta question, cet ancien président qui est appelé un peu à la rescousse de cette alliance de l'opposition. Comment il va pouvoir faire campagne alors qu'il y a 6 mois, tout le peuple sénégalais a été contre lui et a plébiscité clairement le pouvoir en place. Je me demande juste comment, avec toutes ces frasques, il va pouvoir mener. Je pense que l'opposition, pour le coup, s'est décrédibilisée en allant chercher. Peut-être que l'enjeu, Wilfried, c'est d'antagoniser et donc de créer un peu d'étincelles et une mobilisation contre le pouvoir, rallier tous les déçus, les anciens et les nouveaux déçus. En fait, moi, je comprends Macky Sall. En fait, je le comprends totalement dans sa perfidie et son cynisme. Le phénix qui renaît de ses cendres pour... c'est une belle histoire à raconter. Pour rafistoler une coalition en lambeaux, la coalition Benno Bokk Yakaar qui est totalement partie en vrille. Et aujourd'hui, il a même réussi à rallier à sa cause d'une certaine façon des gens qu'il avait mis en prison. Karim Wade ou encore l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Khalifa Sall, il a sa propre liste. Hein. Oui, mais dans quelques départements, il a quand même accepté la coalition. Dans 3 départements. Il y a des intercoalitions entre les 3 blocs, mais il y a 3 blocs d'opposition en réalité. Même Idrissa Seck, c'est vrai que Rémi s'est aussi effrité. En fait, Macky Sall vient c'est comme ça qu'il se voit, le sauveur qui est le seul dans cette coalition au tout part en vrille où M. Mamadou Ba a créé sa structure, nouvelle responsabilité. Vraiment, il s'est dit, je me donne de nouvelles responsabilités. C'est totalement le nom de sa nouvelle structure politique. Donc Macky Sall revient et il dit, finalement, vous avez toujours besoin de moi. Je ne pense pas qu'on soit allé le chercher. Je pense que depuis le début, il travaillait à son retour. Même lors de la présidence, lors des élections présidentielles, M. Ba était le plan B de Macky Sall. Le plan A, c'était de trouver un moyen de rester là au-delà du 2 avril. C'est-à-dire, le changement s'est imposé à lui parce que le président de la Cour constitutionnelle n'a pas validé l'entourloupe qu'il avait essayé de mettre sur pied. Et donc, il revient pour essayer de contrecarrer la vengeance de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ne cache pas son envie d'en découdre. Le PASTEF considère la législative qui vient comme une élection présidentielle, un deuxième round des élections présidentielles. Et Macky Sall aussi, manifestement. Oui, et d'une certaine façon, et pour finir, c'est-à-dire, Diomaye Faye veut une nouvelle politique de réorientation budgétaire qui était bloquée à l'Assemblée, où il est ultra minoritaire pour l'instant. Il veut poursuivre de manière plus farouche, avec plus de moyens politiques, législatifs, justement, les gros poissons de l'ancien régime qui sont trempés jusqu'au cou, monsieur Kaba, vous l'avez dit, dans les affaires financières du Sénégal. Et évidemment, Macky Sall essaye plus ou moins de sauver sa peau, que ce soit sur sa personne ou sur ces hommes qui sont encore dans les arcanes du pouvoir. Et donc, de cette façon, je comprends qu'il soit revenu de manière cynique pour justement essayer de en tout cas, il fait le buzz sauver les criminels, mais Geneviève. Je pense qu'il a davantage peur de la répression qui adviendrait s'il perd la majorité à l'Assemblée que d'une crédibilité qui, à ses yeux, n'est que abstraite. Geneviève. Bon, l'enjeu, il est plutôt pour le Diomaye Faye ou Ousmane Sonko. L'enjeu, c'est cohabitation, poursuite d'une cohabitation ou pas. L'enjeu, c'est avoir la plénitude du pouvoir et pouvoir mener sa politique, la décliner comme il le souhaite. Donc voilà, c'est ça le vrai enjeu. Il est plus pour eux que pour Macky Sall, je pense, à ce stade. Et concernant Macky Sall, c'est beaucoup trop tôt pour lui d'espérer revenir maintenant. Enfin, il se traîne encore un certain nombre
de casserole. Peut-être qu'un jour, il peut revenir. On oublie tout en politique. Il y a un moment où on peut revenir des années après. Les législatives, c'est des élections de barons locaux et peut-être qu'une coalition de barons locaux peut arriver à... Une coalition de barons locaux peut faire mal à Diomaye Faye et à Sonko. Peut-être. L'enjeu, c'est la cohabitation. Ils n'ont pas encore la notabilité provinciale, si on peut dire, qui leur permettrait peut-être de gagner toutes les législatives. Moi, je pense qu'il y a une logique dans tous les pays. Aussi près d'une présidentielle, c'est de donner une majorité au président qu'on a réélu. Alors vous me direz en France, ça c'est pas produit, mais en général, c'est pas le même contexte aussi. Il y a l'espoir, même au Sénégal, il y a l'espoir que l'effet présidentiel joue aussi sur les législatives, c'est-à-dire de la part du passé. Oui, et à mon avis, ce serait cohérent quand on donne le mandat présidentiel, il serait bon de donner au président les moyens, puisque c'est ça que Diomaye Faye a dit. J'ai besoin de cette majorité pour essayer de mettre en œuvre ma politique, et parce que je me trouve avec une assemblée hostile. L'assemblée a manifesté une volonté d'entraver l'action de Diomaye Faye. Et puis c'est quoi cette coalition Taku Alou Sénégal? Je respecte, mais alors juste une coalition avec l'ancien président, avec Karim Wade, qui avait un peu penché vers la coalition présidentielle et qui au dernier moment a choisi le PASTEF et qui maintenant serait de retour en union avec Macky Sall. C'est les calculs politiques. C'est ça, les mystères des calculs politiciens. Il est quand même plus logique idéologiquement que Karim Wade soit avec Macky Sall qu'avec le PASTEF. Oui, mais Macky Sall, c'est les enfants du même père et c'est des libéraux tous les deux quand même. Donc il y a une logique. En Côte d'Ivoire, on dirait politiki mani.